Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le mardi 27 mai 2025, nouvelle vidéo sur les cryptos. On a un BTC qui a fait notre scénario parfait, les gars. Je sais pas si vous vous souvenez de la dernière vidéo, allez la voir si vous l'avez pas vu, mais en gros, on parlait un peu du scénario parfait que j'anticipais, qui était de, voilà, on venait de break la TH, on était vers les 112 000 $, on venait de pousser assez fort durant les derniers jours qu'on avait fait. Et l'objectif, c'était de venir corriger tranquillement durant le week-end, venir faire notre pullback vers les 106 000 $. Donc vous allez voir que c'est extrêmement bien passé parce que c'est exactement ce qu'on a fait sur BTC. On avait aussi, rappelez-vous, un petit delta à aller chercher sur les S&P, sur les marches traditionnelles, où on pouvait en fait avoir une marge de baisse pour revenir sur le ruban. Et c'est ce qu'on a fait aussi. Du coup, ça a corrélé le BTC à la baisse. Donc parfait, exactement ce qu'on avait prévu. Vous allez voir que du coup, sur BTC, durant ce week-end, on a commencé à former une structure. Du coup, j'ai pu rentrer dessus en long. Je vais expliquer ça sur Twitter. Je vais le montrer juste après. Du coup, j'ai pu poser un long sur BTC et un long sur ETH, qui était quand même assez risqué. Ça a failli pas passer. Et vous allez voir que c'est pas encore régné. Parce que au niveau de BTC, même si on a fait notre pullback et pour l'instant, c'est très propre, que ce soit en H4 ou même en daily, vous allez voir qu'on a quand même un petit point négatif au niveau des liquidations. On a un énorme cluster de liquidation en dessous des 106 000 $ qu'on pourrait venir chercher avant en fait de décoller plus tard. Et vous allez voir que aussi sur les altcoins, donc ETH, que ce soit aussi tous les altcoins, donc le Total 3 et aussi au niveau de la Bitcoin dominance, on est vraiment sur un point clé où de nouveau on revient sur nos grosses résistances, sur nos points pivots, et de nouveau on est dans la même zone où soit on se fait rejeter et du coup on repart pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de le retenter, soit on passe et là du coup on déclenche un rallye aussi sur les altcoins beaucoup plus important juste après. Donc voilà un peu pour le topo de la vidéo, on va aller voir ça en détail ensemble. Bon, juste avant de passer sur les graphes et les datas, regardez un peu la petite transfo que j'ai fait. Alors c'est pas extraordinaire, mais c'est déjà pas mal. Pour mon niveau de muscu qui est pas énorme, parce que j'ai fait que 2 transformations de muscu au total dans ma vie, donc j'ai pas même une mémoire musculaire qui est énorme, mais je sais pas si vous vous souvenez, le 10 mars, j'avais mis cette photo là, j'étais vraiment skinny de chez skinny, je faisais 60 kilos. En fait, je sortais de mon marathon et du coup, j'avais fondu complètement au niveau de ma masse musculaire. Et en fait, quand tu cours, forcément, les muscles du haut, ils servent à rien. Et vu que j'avais fait que courir pendant 6 mois pour courir mon marathon, et au final, j'avais pas mal perdu et j'étais descendu à 60 kilos, les gars, pour 1m83. Donc j'étais vraiment très très skinny. Et là, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de reprendre un peu du muscle. Et du coup, pendant 2 mois, là, j'ai bien charbonné. J'ai repris 8 kilos quand même. Je passais de 60 à 68 kilos. Ce qui est cool, c'est que vu que je suis assez sec, du coup, je prends pas trop de gras en fait en prise de masse. Et là, l'objectif 75 kilos, j'essaie de monter à ça pour l'été. Et en vrai, la prise de muscle, je trouve pas ça hyper compliqué. C'est juste de la discipline en fait. Tu fais ce que j'ai fait ici, 4 séances de muscu, de street workout par semaine, avec 2 sorties de course à pied pour voilà, garder le cardio. Et environ, moi, je fais 18 800 pas par jour, je marche pas mal. Et du coup, je fais ça pendant 2 mois. J'ai mangé à fond, 2 gros repas par jour, plus les shakers bien remplis. Et du coup, ça fait, ça fait prendre du muscle, c'est cool. Bon, après, la muscu, c'est quand même hyper ennuyant. C'est vraiment l'un des sports que je déteste le plus parce que c'est assez ennuyant, quoi. Il n'y a pas grand chose à faire. Juste, faut répéter le même mouvement et atteindre l'échec musculaire si on peut. Mais ouais, moi, personnellement, je retrouve pas le dépassement mental que je peux retrouver dans les sports d'endurance. Du coup, c'est pour ça, là, je me suis mis full street depuis 3 semaines. C'est vraiment pas mal. Si vous faites de la muscu, je vous conseille d'aller voir le street workout, donc plutôt avec les barres, avec les mouvements, tout le poids du corps, pour les faire aussi avec les gilets lestés. Mais c'est beaucoup mieux, je trouve, parce qu'en fait, tu développes ta mobilité et aussi un peu plus ta force. Et tu as beaucoup plus en fait de mouvements qui sont différents que ce que tu peux avoir à la muscu. Et puis aussi, c'est un peu plus dur, du coup, c'est plus stimulant à faire que la muscu. Enfin bref, je referai une petite photo là, dans 2-3 mois, peut-être à la fin de l'été, si j'arrive à monter à 75 kilos. Et après, je pense que ce sera suffisant parce qu'après, je serai trop lourd pour aller courir. Bon, et du coup, ce week-end, j'ai quand même pu poser quelques trades, mais j'étais pas trop présent parce que j'étais en festival et les gars, j'ai fait mon record. J'ai fait l'opposé de ce que je devais faire. Au lieu de manger et continuer de prendre de la prise de masse, je me suis grave dépensé. J'ai fait 153 000 pas, les gars, en 3 jours. Je sais pas comment c'est possible. J'ai commencé 54 000, 28 000, 69 000 pas le dernier jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 153 000 pas, j'ai fait genre quasi un marathon par jour, quoi. J'ai fait un truc comme 120 km. Et du coup, j'ai perdu 20 000 calories. J'ai jamais perdu autant de calories. Et du coup, j'ai perdu 3 kilos. Donc, pour les reprendre, ça va être 2 semaines. Bref, c'est le problème de mon métabolisme. Et du coup, j'étais bien crevé ce week-end. C'est pour ça, là, hier, je sais pas, fait de vidéo, pas trop de tweets. Et juste un peu gérer mes trades et c'est tout. Mais là, du coup, aujourd'hui, on reprend à fond et on arrive sur toutes les datas, les graphes et tout, etc. J'ai pas mal de trucs à vous montrer hyper intéressants. On commence tranquille avec les ETF. Les ETF qui ne font que grossir, les institutionnels qui font que grossir en termes de quantité de Bitcoin accumulé. On le voit sur BlackRock, vous voyez, on avait une petite baisse là, au niveau de mars-avril, puis après, boum, c'est carrément remonté pour mai. La plupart des ETF sont en accumulation de Bitcoin aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que on n'était pas du tout dans ce cadre-là il y a à peine quelques mois. Vous voyez, il y a quelques mois, là, c'est la vente des ETF, ETF 2000, donc la chute des ETF qu'on a pu avoir durant les différentes phases. Et on voit qu'au final, les ETF et les institutionnels, en fait, c'est juste un suivi un peu du marché. Et quand on a des baisses un peu plus profondes, on a des ETF qui vendent un peu plus. Et ça, il faut faire attention parce que en fait, je vois pas mal de gens qui suivent un peu les ETF en mode les AI, les ETF, ils accumulent énormément de BTC, donc c'est super bullish. Alors les ETF, ils vendent énormément de BTC, c'est super bearish. Mais en fait, vu que les ETF, ça englobe énormément d'investisseurs différents, en fait, c'est assez proche au final
de l'évolution du cours. Si on a le cours qui commence à chuter et que ça sent pas bon, bah, en fait, on va avoir une vente assez massive de TF qu'on a eu ici. Et puis, dès que ça commence à repartir, bah, bam, ça rachète à fond aussi. Donc voilà, faut se méfier de ça. Surtout après, quand on part en bull run et qu'en fait, ça fait que monter et on voit que les ETF font que accumuler, accumuler, accumuler. Pas parce que les institutionnels accumulent, que les ETF accumulent autant, que forcément ça va continuer et que c'est bon signe pour la suite. Et personnellement, moi je me souviens en 2021, je basais pas mal de mes analyses aussi sur les institutionnels, sur les baleines, vous voyez, sur ce genre de choses. Aujourd'hui, beaucoup moins, parce qu'en fait, je me suis juste rendu compte avec le temps que ils n'avaient pas tout le temps raison et qu'au final, quand tu regroupes un peu les données au global, en fait, juste ça suit un peu tout simplement le cours. Et tu as les phases d'euphorie, tu as les phases un peu de montée où ça achète à fond, et puis après, tu as les phases de baisse où ça revend beaucoup plus quand ça descend. Et ça suit plus ou moins l'évolution du marché, et tu n'as pas d'anticipation forcément de ça, quoi. Ou alors, il faut aller chercher des datas beaucoup plus nichées et qui sont moins globales comme celles qu'on a sur les ETF. Enfin bref, après, si vous voulez d'autres datas plus intéressantes, on a celles-là qui sont pas trop mal. C'est plus au niveau des retails. C'est intéressant de voir quand les retails achètent ou ils vendent pour voir là, carrément, on voit beaucoup plus en fait l'euphorie qu'on a à court terme. Bon, déjà aussi, ce qui est beau, j'ai pas précisé, mais hier, les gars, c'était le Pizza Day. Donc, c'est le jour où le mec a acheté 10 000 BTC de pizza, vous connaissez l'histoire. Et ce qui est beau, c'est que du coup, on a fait un ATH le jour du Pizza Day. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, pour revenir sur notre graphe, on va regarder un peu ces retails, qu'est-ce qu'ils nous font. Donc là, c'est retail investisseurs, vous voyez, sur 30 jours. Alors, on voit tout le graphe qu'on a depuis 2021 et c'est super intéressant parce qu'en fait, on voit à chaque fois vous voyez, les phases de top qui coïncident souvent avec les phases de pic qu'on a au niveau des achats là, au niveau des retail. Alors, c'est pas toujours parfait. Vous voyez, des fois, on a des tops ici alors que on n'est pas forcément au pic là sur les retail. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ouais, on est souvent quand même sur des tops qui sont plutôt bien coordonnés avec les tops de marché. Ouais, on le revoit très bien là récemment. Et inversement aussi avec les pics de vente qu'on peut avoir souvent dans les zones de bottom, ce qui n'est pas tout le temps vrai, ouais, comme on l'a vu ici parfois. En tout cas, ce qu'on peut remarquer actuellement, c'est qu'on on est pratiquement vers les zéros. Donc ça veut dire que on est à la fois pas dans une peur, dans une vente massive des retail, mais on n'est pas à la fois dans une euphorie, dans un achat massif des retail. Et ça, c'est excellent parce que le fait d'avoir un ATH, donc un BTC qui est plus haut que jamais, donc il est au plus haut de son prix qui n'a jamais été, et qu'on ait des retail qui ne soient pas du tout en mode euphorie, pas du tout en mode achat massif, et ben c'est bon signe parce que ça veut dire que bah voilà, le FOMO n'est pas encore là, l'euphorie n'est pas encore là, on a encore la marge pour monter, les investisseurs court terme retail ne sont pas encore rentrés à fond. Et on peut très bien le combiner ça avec, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu aussi, le Google Trend. Donc le nombre de fois que le mot Bitcoin est cherché en fait sur Google, tout simplement. Et pareil, là on voit en fait les pics qui coïncident souvent avec les deux marchés et inversement les désintérêts qui sont souvent des moments où on n'est pas en euphorie du côté des retail. Et là on le voit, oui, on est quasi au plus bas par rapport à ce qu'on a connu les dernières années et on est encore loin d'avoir une euphorie comme on a eu par exemple ici en 2024 ou même plutôt en 2021 ou même avant en 2020. Bon, le dernier graphe que j'adore pour ce genre de data et qui va bien avec ce que je vous ai montré avant sur les retails, sur l'achat des retails ou la vente des retails, c'est les short-term holders. Donc ça correspond pas forcément, c'est pas identique au retail, mais ça s'y rapproche quand même pas mal. C'est en fait les gens qui hold leur BTC à court terme. Et là, même chose, quand vous voyez que vous avez les STH, les short-term holders qui achètent massivement à un moment, faire hyper attention parce qu'en fait, on est souvent sur pareil, une période d'euphorie, une période de FOMO où ça achète en masse parce que Bitcoin fait que monter et donc on se rapproche en général d'un top. Voyez, on le voit plutôt bien avec les pics en vert qu'on a et qui représentent les petits pics en rouge qu'on a sur le marché. On le voit ici en 2017, on le voit ici aussi sur la petite bulle là qu'on avait en 2019. Pareil en 2021, une première fois qu'on était ici et une deuxième fois ici. Et de même sur ce bull run là, avec le premier pic qu'on a eu en 2024 et le deuxième qu'on a eu ici vers décembre, janvier. Moi, ce qui est cool du coup avec ce graphe pour l'instant, c'est que on est très loin encore d'arriver sur une euphorie, une quelconque euphorie sur les short-term holders. On atteint à peine, on commence à peine le jaune, comme on a eu par exemple ici ou alors, je sais pas, ici, ouais, ou ici en 2021, le jaune qui est le tout début de, voilà, on commence à avoir un achat un peu plus important sur les short-term holders. Mais on en est encore loin. Donc ça, c'est cool. Et la deuxième chose qu'on peut voir, c'est à l'inverse, au lieu des short-term holders, c'est les long-term holders. Donc juste l'opposé. Donc c'est les gens qui hold des bitcoins plutôt à long terme. Et eux, en général, contrairement aux short-term holders, ils se rapprochent quand même pas mal dans quand ils vendent, quand ils achètent, mais ils achètent quand même avant, en fait, le top qu'on pourrait avoir sur les bull runs que ce que font les short-term holders où en général, eux, ils achètent vraiment sur le top. Et on le voit en 2017, on a eu plus de pics avant le top jusqu'au top ici, où ça a plutôt diminué quand on est arrivé vers le top. Pareil en 2021, on a eu plus de pics à ce moment-là quand on est arrivé vers le top, pareil, ça diminuait. Pareil ici, on a eu pas mal d'achats à cet endroit-là, à cet endroit-là. Là, on part du coup sur un nouveau top plus haut et pour l'instant, on a moins d'achats, donc un peu comme ce qu'on avait ici ou ici. Donc là, pareil, à surveiller la prochaine surchauffe qu'on aura de ce côté-là. On n'est pas très loin, à peu près que les short-term holders, quand on arrivera dans la zone orange ou rouge juste ici. Allez, ensuite, on passe sur les graphes un peu plus concrets là, que je vous avais montré la dernière fois. Alors ça, c'était un tweet que je vous ai fait dans une dernière vidéo, le 22 mai. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En gros, on avait ce delta là sur la S&P qui pouvait se faire, où on avait une marche traditionnelle qui était plutôt baissière à court terme, que ce soit les S&P ou le Nasdaq. Et du coup, j'expliquais qu'on peut avoir une corrélation à la baisse
avec BTC durant la journée ou même voilà, le week-end. Et ça irait bien avec le pullback, du coup, que j'avais expliqué dans la dernière vidéo. Et du coup, le but, ouais, c'était de revenir sur le banc, éventuellement de remonter. Et ouais, ça a plutôt bien marché parce qu'au final, l'S&P, bah, vendredi, bam, il a clôturé dans le ruban. On a rebondi direct. Aujourd'hui, on réouvre à la hausse. Donc, ouais, super. Et du coup, bah, forcément, cette baisse qu'on a eue sur l'S&P, qui est pas énorme, mais qui est comme une baisse, et ben, ça forme du coup une corrélation sur BTC. Et donc, ce qu'on visait sur BTC, rappelez-vous, c'était tout simplement, on décolle là-haut, on vient chercher le pullback. Ça a plutôt bien marché parce que du coup, durant le week-end, vous voyez, on a commencé à former ce pullback. Ce que j'expliquais, c'était de former une structure haussière durant le week-end pour ensuite péter lundi à l'ouverture, mais je me suis trompé parce que lundi c'était férié, donc plutôt mardi. Et du coup, là, je vous ai fait un récap tout à l'heure de où est-ce qu'on en est sur BTC. Donc, on a pas mal de points positifs, mais on a quand même un point négatif à bien prendre en compte parce qu'il reste quand même très important. Bon, déjà, première chose, on attendait le pullback sur le du range, ce qui s'est bien produit. Ça, c'est parfait. Oui, on attendait le pullback, bam, c'est en train de se produire. Ça, c'est top. Ensuite, les deux autres datas qu'on a pas mal regardé la semaine dernière et qui restent toujours aussi importantes, c'est l'open interest et les funding. Donc, l'open interest qui est toujours assez haut, ce qui veut dire qu'on a toujours beaucoup de positions en cours sur BTC et les funding qui sont encore assez bas, 0,002%. Donc, ça veut dire que on n'a pas d'euphorie pour l'instant du côté des bulls, on n'a pas d'euphorie pour l'instant, pas de FOMO du côté des acheteurs, ce qui est une bonne chose pour ne pas avoir un top voilà, à moyen terme sur BTC. Par contre, le seul point négatif qu'on a pour l'instant, c'est les liquidations accumulées en dessous des 106 000 $. On le voit très bien, vous voyez, au niveau de la map des liquidations, où on a encaissé, enfin, on a accumulé énormément de liquidations, mais quand je dis énormément, alors c'est pas non plus des milliards, mais pas loin, je pense, on est quand même pas mal. On ira voir après, mais on a plusieurs centaines de millions de dollars qui sont accumulés vers les 106 000, 105 000 $. Et ça, c'est dû au fait que on a beaucoup de gens durant le week-end qui sont rentrés en longue, dont moi, vous allez voir après, sur ce mouvement. Et du coup, forcément, ça accumule des liquidations à cet endroit-là parce que toutes les liquidations sont ici. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à surveiller parce qu'en fait, on pourrait très bien, durant la semaine, venir chasser toutes ces liquidations qu'on a ici, en dessous des 106 000, pour ensuite repartir tranquillement. Donc ça, faut y faire gaffe. Le trade du coup que j'ai mis en place, donc c'est celui-là. J'ai essayé une première entrée, une première tentative un peu trop tôt vendredi. Ouais, je suis entré ici, je suis ressorti là. Du coup, j'ai encaissé moins 1800 $ avec mon stop loss. Et ensuite, j'ai fait une deuxième entrée qui a duré un peu tout le week-end où je suis entré 1, 2, 3, 4 fois, vous voyez, avec une moyenne d'achat du coup à 107 500 $, donc pas trop mal. Et mon stop loss assez serré, 106 150, n'a pas été pris. Et du coup, derrière, boum, ça a pu commence à remonter. Mon objectif, c'est pas d'aller chercher une performance de fou. Vous voyez, je pense que j'ai à 4500 $. Mon objectif, c'est d'aller TP en dessous des 112 000 parce qu'au niveau des 112 000 $, on a quoi? On a des énormes murs d'achat. Vous voyez, juste là, de vente plutôt. Vous voyez, juste en dessous des 112 000. Enfin, sur les 112 000, on a un mur de vente. Ensuite, c'est vers les 112 800, 900 à peu près. Et ensuite, les 113 500 $, où pareil, on a un gros mur de vente à ce niveau-là. Donc, mon but, c'est juste de surfer le mouvement des 106 000 aux 112 000 et de TP à ce moment-là. Et après, si je vois que ça passe et ça continue, là, je rentre en trade, mais je vais pas essayer de tenter la percée alors que voilà, on risque de se faire rejeter à ce endroit-là. Donc, ce qu'on pourrait très bien faire là, en tout cas sur BTC, c'est au final venir monter vers les 112 000, on se fait rejeter et là, on va chercher les liquidations à 106 000. Ça pourrait être clairement faisable là durant la semaine. Bon, et la deuxième chose aussi à surveiller, bien sûr, c'est les altcoins, c'est Ethereum. Là, pareil, on a pas mal de choses à dire. Déjà, ETH, c'est la troisième fois qu'il revient sur son point pivot des 2800 $. Je vous avais pas menti, les gars, 2800 $, c'est vraiment une zone importante. Alors, je dis 2008, mais en réalité, c'est plus entre 2006, 2007. Et c'est la zone là, pivot qu'on a depuis, je sais pas, plus d'un an, où on s'était fait, qui était en résistance tout l'été dernier. On avait galéré à passer, puis ensuite, une fois qu'on l'avait passé, on était revenu à tester en tant que support, puis on l'avait cassé là durant le début d'année. Du coup, là, on revient dessus, on s'est fait rejeter. Vous voyez, là, je suis en 4 heures dans le plus court terme. On s'est déjà fait rejeter une fois, deux fois. Là, on revient une troisième fois dessus. Et pour l'instant, ça bloque. Vous allez voir aussi, il y a pas mal de murs d'achat, murs de vente plutôt, qui sont au-dessus de nous. Ouais, on les voit juste là. On a un premier ici qui est, je pense, du spoofing, parce qu'on a 24 000 ETH, c'est énorme. Il vient juste d'apparaître. Mais voilà, ceux qui sont importants, c'est 2007, 2730, 2750 et 2800 juste ici. Donc là, un peu comme BTC, pareil. Point pivot assez important là vers les 112 000 pour BTC et les 2007 pour Ethereum, avec tous les ordres de vente qu'on a. L'autre chose à regarder du côté des altcoins, c'est bien sûr le total 3. Donc ça, c'est le total 3. Donc ça veut dire c'est la capitalisation totale des altcoins quand on enlève BTC et ETH. Et on voit que, pareil, on a toujours ce point pivot là au niveau des 930. Alors c'est en capitalisation, 930 milliards de capitalisation qui nous bloque. On pour l'instant se fait rejeter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, du coup, l'objectif serait de revenir une cinquième fois pour voir si ça passe. Et la dernière chose, bien sûr, à surveiller, c'est la Bitcoin dominance, où de nouveau, vous voyez, on est venu corriger. Et là, rappelez-vous, on est dans le rebond. Et donc, soit on va chercher un nouveau plus haut et on relance Bitcoin dominance, donc on relance une BTC saison pour tout l'été logiquement, ou inversement, on vient chercher un plus bas et là, du coup, on démarre alors peut-être pas une alcool saison, mais en tout cas une tendance haussière sur les altcoins. Et ça, du coup, ça dépendra uniquement de ce que fait ETH et du Total 3. En gros, si ETH il vient break les 2008, on aura du coup le Total 3 des altcoins qui va break du coup son pivot aussi, les 950 milliards de capitalisation, et la Bitcoin dominance va suivre et va du coup faire un plus bas, ce qui lancera du coup une tendance haussière
sur les altcoins. Inversement, hein, si on a ETH qui se fait rejeter, bah, on aura aussi le TOL 3 qui risque de se faire rejeter et du coup, une petite dominance qui risque de refaire un plus haut. Au niveau de mon trade sur ETH, du coup, j'ai tenté une entrée, bon, plutôt risquée. Je la referai peut-être pas celle-là sur Ethereum. Ouais, on avait une sorte de structure, enfin, une petite épaule, tête épaule qui se mettait en place. Bon, c'était pas la folie, mais c'était quand même un retournement de structure haussière. Du coup, j'essaie de rentrer là-dessus. J'aurais pu optimiser mon entrée pour descendre plus bas. Mais bon, je l'avais un peu fait dans le rush. J'ai mis mon stop loss à 2500 $. C'est passé tout juste parce que, ouais, on est juste venu juste au-dessus. Et derrière, au final, c'est passé, c'est remonté. Pour l'instant, je suis à 4000 $. J'ai monté mon stop loss et mon objectif, bah, c'est de TP au 2688. Vous voyez, on a failli le toucher parce que l'objectif, c'est de TP juste avant, en fait, les murs de vente que je vous ai montrés et qui sont ici, qui sont vraiment importants. Et la même chose que BTC. Donc, l'objectif, c'est pas de jouer tout le mouvement futur là qui pourrait arriver, mais c'est de TP avant les résistances là qu'on a au-dessus de nous pour juste jouer ce petit mouvement. Et si par contre ça passe, bah là, je rentrerai sur BTC ETH. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Allez, voilà pour tout ça. On passe sur TradingView. Donc, comme j'expliquais en daily, ouais, on est en train de faire pullback. Le problème du pullback, c'est que bah, ça peut se faire en plusieurs fois. C'est-à-dire que là, ouais, en daily, on est venu une première fois dessus. On a formé donc en H4 plutôt une structure qui est pas trop mal. On avait cette petite structure là qui s'est mise en place, et donc c'est pas dégueu. Mais derrière, c'est vrai qu'en daily, ce qui est clairement faisable, vous voyez, ce que j'expliquais, c'est que voilà, on peut continuer un peu à monter. Le top, ce serait de revenir à les 112 000 pour que je puisse taper mon trade, mais bon, ça c'est dans l'idéal. Et ensuite, vous voyez, on peut très bien revenir corriger pour revenir dessus. Et là, du coup, former plutôt une structure haussière, mais cette fois-ci en daily, ouais, et qui se forme en daily, qui prend plus de temps, mais qui lance derrière ouais, une plus grande tendance haussière, enfin avec un break plus facile ici qui pourrait se faire. Et du coup, au passage, ça permettrait aussi de chasser un peu les liquidations qu'on a ici au 106 000. Donc ça, c'est clairement faisable. Au niveau du ruban, ce qui est intéressant, c'est que ben, progressivement, vous voyez, il monte avec le cours, forcément avec le temps de latence qu'il y a. Et donc, si vous voyez, on remonte et là, on recorrige, ben, on aura le ruban qui sera pile dedans. Autre chose que vous pouvez mettre aussi, bah, c'est le ruban, pareil, en 4 heures. Il a plutôt bien fonctionné ce week-end, où là, franchement, depuis le break qu'on a fait ici vers les 92, il est parfait. Vous voyez, à chaque fois, on est revenu dessus, on est revenu dessus. Pareil, ici, on est revenu dessus. Et à chaque fois, les clôtures H4, elles se font pile dedans. Ça se relance. Et même chose ici, vous voyez, c'est très précis. Mais là, pareil, on clôture. Là, on est clôturé pile dedans, mais vraiment pile dedans. Et pareil, on se relance là aussi. Donc pour l'instant, on est toujours dans cette petite tendance haussière là à court terme en 4 heures. Ce que je vais vous montrer aussi, ça fait longtemps que je ne vais pas montrer, c'est en weekly, on recule en termes d'unité de temps. Et je voulais vous repasser le RSI et le MACD. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ce graphe avec le ruban aussi, qui avait vraiment bien fonctionné en weekly, où quand on était ici, bah, l'objectif c'était de rebondir sur le ruban, venir chercher, vous voyez, le RSI qui nous fait son W là dans sa zone ici, et le croisement du MACD. Donc tout a bien fonctionné, tout a bien coïncidé. Du coup, on a pu lancer la première jambe haussière. Et là, du coup, attention, parce que vous voyez, petit à petit, on arrive sur un RSI qui est bien monté, et ouais, on a le mouvement qui s'essouffle un peu, et en fait, c'est pas déconnant de voilà, avoir un petit temps de pause, une petite correction, pour ensuite repartir, et du coup, ça ferait voilà, un petit truc comme ça, tac, la même chose. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. En plus de ça, voilà, on arrive sur le début de l'été, où en général, c'est assez calme. Toujours compliqué, en fait, d'anticiper ces mouvements-là, mais du coup, c'est pour ça que ce qu'il faut regarder au final, bah, c'est les points clés. C'est voir si BTC, du coup, il nous fait son pullback, il passe pas en dessous du pullback, là, pour garder cette tendance haussière. S'il passe en dessous du pullback, là, par contre, ça change la chose. Si du côté des altcoins, pareil, on reste en dessous de la résistance, que ce soit sur ETH, du total 3, la petite dominance qui remonte, bah, on risque pas d'avoir une nouvelle tendance haussière sur les altcoins durant l'été. Par contre, inversement, bah, si ça passe, ça risque d'arriver là dans les prochaines semaines. Et en fait, tant qu'on ne passe pas ces points pivots, ces résistances, ces supports, et ben, ouais, c'est compliqué d'anticiper en fait ce qu'on peut faire. C'est pour ça qu'il faut patienter et juste regarder. Sur les marches traditionnelles, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a eu cette baisse là vendredi qui a été quand même un petit peu violente avec la mèche, qui était à cause des news qu'on a pu avoir avec Trump. Je vous en parlais aussi dans la dernière vidéo où, ben, suivant les news que nous sort Trump, suivant les news géopolitiques, etc., on peut pas y faire grand-chose, on peut pas trop, pareil, l'anticiper. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé, où on a Trump qui est arrivé et qui a dit, vas-y, je vais rajouter, je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais je crois des taxes au niveau des frais de douane, enfin au niveau des taxes d'importation qu'il voulait faire déjà de base, qui avait posé pas mal de problèmes là, les derniers mois. Du coup, il a relancé ça pour l'Europe, donc ça a fait pas bouger un peu les marchés à la baisse. Et finalement, il est revenu sur sa décision en disant, bon, finalement, je vais pas le faire, on verra au mois de juillet. Et au final, bah, boum, c'est reparti direct. Et vous voyez, ce genre de choses, ben, sur les dingueries qui va sortir, et ben, le marché va hyper bouger en fait à court terme et changer les plans, voilà, suivant ce qui va sortir. Bon, et du côté des altcoins, vous voyez, Ethereum, donc je vous expliquais juste avant sur Twitter, n'hésitez pas à aller voir si vous l'avez pas vu, mais en gros, voilà, projet sur les 2008 qui pour l'instant ne passe pas. Mais c'est pas dégueu ce qu'on fait, c'est-à-dire que, ouais, quand on a ce genre en fait de point pivot qu'on a ici, et que tu viens direct, et bam, tu te fais rejeter violent, en fait, derrière, voilà, il va remonter, ça prend plus de temps avant de repasser, se faire rejeter, puis réessayer. Alors que là, oui, on est vraiment juste à la porte de les passer. Genre, vraiment, on vient, on rejette un tout petit peu et on reteste. On se rejette un tout petit peu et on reteste. Et ainsi de suite. Et ça, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, derrière, ça crée un peu les figures de Chartis qu'on a l'habitude de voir, triangle ascendant de cette façon. On bute dessus assez régulièrement et assez en très petit intervalle, en fait, jusqu'au moment où, bah, du coup, ça pète. Et là ça, en général, c'est des structures plutôt haussières. Ouais, il y a juste, hop, elles mettre comme ça. Et là, l'objectif, après, c'est prendre l'entrée, hop, reporter la sortie. Bon, ça, c'est le truc que je fais un peu moins, mais
qui est toujours cool quand même à regarder. Et ça peut prendre encore un peu de temps, mais le moment où ça a cassé, bah, du coup, on viendrait au-dessus de 2008 et donc on pourra relancer une tendance haussière derrière un peu plus tranquillement. Et sur le Total 3, c'est un peu à peu près la même chose au final. Au ETH-BTC, oui, c'est intéressant, pareil. Ouais, on a pas mal monté. Et ce qui est cool là, comparé à ce qu'on avait avant, ouais, où à chaque fois qu'on avait, ouais, je sais pas, un rebond, bam, on redescendait. Un petit rebond, bam, on redescendait. Un rebond, bam, on redescendait direct. Et à chaque fois, vous voyez, c'était pareil. C'est-à-dire qu'à peine on avait le temps de remonter que bam, on se faisait enfoncer. Et là, ce qui est bien, c'est que bah, on est remonté, on s'est un peu fait enfoncer, mais ça va, vous voyez, on tient. On n'est pas genre comme ça. Donc c'est plutôt bon signe là aussi pour Ethereum. Bon, c'est au niveau des autres altcoins, je suis toujours sur le fait, oui, en termes de trade, le ruban a vraiment bien marché là aussi, donc ça c'est cool. Il y avait aussi le jupe, on avait joué le ruban, là aussi ça a bien marché. On a Link qui a pas encore pété, qui est pile sur le ruban, donc lui pareil à surveiller. D'ailleurs, je peux vous montrer tout ça sur mes trades. Donc vous voyez sur Bluefin, j'ai toujours le fait qui est juste là, ça bouge pas, le jupe, le DYDX par contre, je suis sorti. Sur ZoomX, j'ai toujours les mêmes qui n'ont pas bougé. Alors chez Lise, AKT, qui sont à peu près break-even, bon, ils sont toujours bons, toujours dans le ruban, mais ça ne veut pas encore péter. Par contre, Cookie, bah, qui a extrêmement bien marché. Rappelez-vous, la dernière fois, bah, quand il a explosé, je l'ai laissé du coup tourner. Je suis monté à plus 15 000, je crois, un truc comme ça. Et derrière, bah, il est redescendu. Au final, j'ai hésité à prendre un premier TP pour voilà, sortir une partie et la réinjecter ailleurs. Mais je me suis dit au final que j'allais faire comme Mood que j'ai sur Femex et plutôt laisser ce trade-là parce qu'en fait, si Cookie vient corriger, en fait, il viendrait corriger ouais, dans cette zone-là, mais il viendrait pas, je pense, aller faire un plus bas en dessous de ce point-là. Vu que j'ai mis mon stop loss ici, en fait, au final, il y a peu de chances qu'ils viennent faire un plus bas par rapport à ce niveau-là et que du coup, bah, il inverse sa tendance. Ou alors, ça veut dire bah, que le marché, lui, s'est retourné avec BTC, etc. Et là, du coup, c'est autre chose. Et du coup, je joue plus le fait que voilà, il peut corriger, il vient par exemple ici, et boum, après, ça repète plus haut. Un peu comme on avait fait au final en novembre-décembre quand on était remonté pleine balle sur Cook. Bon, oui, voyez, c'est intéressant cette strat des altcoins. Là, quand j'avais fait la vidéo, je vous avais expliqué sur tous les altcoins sur lesquels je rentrais, avec pas énormément de capitaux, parce que voilà, c'était très risqué. On était sur un marché très risqué, sur des altcoins qui étaient donc les actifs les plus risqués de ce marché en levier, donc un truc très risqué aussi. Et je vous montrais que bah, en fait, l'objectif, c'était pas d'avoir tous les trades gagnants, et que sur une dizaine de trades que j'allais mettre, bah, il y en a à avoir voilà, 4-5 que j'allais me faire sortir. Et après, sur les 4-5 qui allaient rester, bah, j'en allais avoir peut-être un ou deux qui ça allait être bien, mais sans plus. Et puis j'en allais avoir un ou deux qui allaient vraiment exploser. Et là, ça allait être super rentable. Et oui, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que là, on a Jupe, Fête, qui sont pas fous, mais voilà, qui sont pas trop mal non plus. Chili's et KT qui sont bon, à BE, ça fait rien du tout. Par contre, vous voyez, Cookie qui a explosé. Et sur Femex, j'ai aussi Mood qui a explosé. Vous voyez, plus de 32 000, alors que j'ai déjà pris plus de 20 000 de profit. Mais par contre, je me suis fait sortir, donc quelques-uns, je me suis fait sortir, je crois, il y avait du coup DYDX, Peak, il y a eu le Pit, il me semble, Usual et Link, là, qui est pas loin de se faire sortir, mais qui pour l'instant passe parce qu'on est toujours dans le ruban. Et après, mon objectif sur ce trade-là, c'est plus en fait d'aller chercher performance comme je fais là sur Mood, et d'aller chercher vraiment les gros deltas de différence et pas faire comme sur BTC et ETH ou aller chercher juste un petit multiplicateur en fait. Donc voilà pour tout ça, je finis avec le commentaire du jour de L2Mon qui nous dit salut, pourrais-tu nous faire une analyse sur PIC STP? Et justement, je parlais juste avant où je me suis fait sortir sur mon trade PIC parce que pareil que les autres, j'avais essayé de jouer, je sais pas si vous vous souvenez, mais le ruban qu'on avait ici, voyez, on est tout le long dessous, on avait break et essayé de jouer le rebond qu'on pouvait avoir là, comme on a eu par exemple sur Cookie ou sur les autres. Malheureusement, ça passe pas tout le temps. Et là, oui, c'est pas passé. Du coup, je me suis fait stop loss et derrière, bam, ça plonge. Ce qui est intéressant, par contre, sur PIC, c'est que bon, le projet derrière est toujours assez gros, assez solide. J'ai pas pu rentrer dessus, que ce soit en private sale ou en spot, mais voilà, en trading, je le surveille quand même pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que ouais, il a cette zone là, à plat, où il avait fait un premier bottom ici au niveau de mars, et sur lequel il était revenu une deuxième fois, pareil, au niveau d'avril. Et là, du coup, avec la correction qu'il nous fait, ça pourrait être intéressant, ouais, de choper une position à cet endroit-là. S'il revient à ce niveau-là, ouais, mettre des ordres limites à cet endroit-là avec un stop loss en dessous du plus bas qu'on avait donc ici, donc très serré, mais ça peut le faire. Et derrière, en fait, le delta de hausse, juste pour revenir à son ATH, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la baisse, enfin le stop loss qui est de ça et le TP qui pète de ça, il peut être fou. Ouais, là, par exemple, une entrée ici, stop loss ici, assez serré. Du coup, ça fait quand même moins 14% le stop loss, mais voilà, c'est faisable. Et après, derrière, faut aller chercher un 640% pour arriver à l'ATH. Et après, du coup, ça fait un risque ratio qui est énorme, quoi, 45. C'est-à-dire que tu mises 1 pour gagner 45. Donc, par exemple, tu mises 1000 pour gagner 45. Par contre, voilà, tu peux perdre 1000. Et voilà, l'entrée est pas facile à faire, mais sur ouais, un troisième bottom qui vient comme ça, c'est faisable. Donc à voir. De toute façon, si j'ai l'opportunité qui se présente, je vous le passerai bien sûr en vidéo. Bon, voilà pour tout ça. Si vous voulez vous aussi tester le trading, n'hésitez pas à passer en inscription. Vous avez Bluefin, vous avez ZoomX si vous voulez tester un peu tout ça. Vous avez les campagnes de bonus qui sont présentes avec les frais de réduction aussi en moins si vous passez par mon lien. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. Quels sont vos plans pour BTC ETH, ça m'intéresse. J'irai voir vos commentaires. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui et moi je vous dis à plus. Ciao!